promotion du commerce équitable en France et à l'international. Et moi, mon rôle au sein de cette organisation, c'est de convaincre le plus possible de monde, notamment les consommateurs, de l'intérêt de consommer des produits équitables. Notamment chaque année, on met en place des campagnes de sensibilisation. On sait à quel point la sensibilisation des consommateurs elle est cruciale pour le développement du commerce équitable. Et donc depuis que je travaille dans ce secteur, j'ai appris beaucoup, mais en même temps je ne suis pas du tout experte du sujet. Donc je suis très heureuse d'être là aujourd'hui pour découvrir des innovations, parce que quoi de mieux que de comprendre, de découvrir les innovations de terrain pour ensuite pouvoir convaincre les consommateurs. Voilà. Alors on va commencer avec Monsieur Dago, qui est responsable adjoint du programme Équité. Le programme Équité, c'est un programme de développement du commerce équitable et de l'agroécologie en Afrique de l'Ouest. Voilà, je vous donne la parole. Bonjour mesdames et messieurs, et chers participants à cette journée. Est-ce qu'on peut positionner ma présentation s'il vous plaît? Alors, il nous est demandé à Équité de parler donc des innovations dans ces activités. Donc parler de la place des innovations dans le programme Équité. Alors, je voulais d'emblée dire que les innovations occupent une grande place, une place essentielle dans nos activités. Et pour voir à quel point les innovations sont importantes pour ce programme, regardons ensemble l'intitulé des appels à projets que nous lançons. Je voulais rappeler que nous intervenons essentiellement par appel à projet. Et les deux principaux appels à projets sont l'un intitulé Innovation et transition agroécologique et sociale en Afrique de l'Ouest. Le second appel est intitulé Innovation et transition agroécologique et sociale en Côte d'Ivoire. Et l'autre élément, pour bien le voir, c'est que le financement des projets issus de ces appels représente à lui seul près de 50% du budget global du programme Équité 2. Et pour quelles raisons nous accordons une place aussi importante aux innovations? Et pour quelles raisons nous y consacrons autant de moyens? L'une des raisons, c'est que nous pensons que les innovations peuvent être une réponse aux défis actuels des filières agricoles de l'Afrique de l'Ouest en général et en particulier de la filière cacao. L'un des défis que nous avons tous, connaissons tous, c'est la déforestation. Et nous pensons que la déforestation a pour conséquence, est l'une des conséquences, je voulais dire, du modèle qui prévaut depuis des décennies dans cette filière. Ce modèle, c'est le modèle plein soleil et qui nécessite l'utilisation d'intrants chimiques de façon intensive. Et les effets, on les connaît, et les producteurs en parlent, les autorités de la filière en parlent aussi. Les sols se dégradent et il s'ensuit une perte de productivité. Et cela est dû au fait que les producteurs qui, pour l'essentiel, tirent le revenu de la production de cacao, cherchent de meilleures conditions de production. Donc, ils vont donc à la recherche de terres plus fertiles, à la recherche de microclimats favorables à la production du cacao. Et ce faisant, ils vont exploiter les forêts pour pouvoir avoir une production qui leur permet d'avoir de bien meilleurs revenus. Et donc, si ce modèle continue de prévaloir, ce qui va se passer, c'est qu'on va rester dans une espèce de cercle vicieux où les producteurs seront toujours obligés donc, de déforester, alors même que, on le sait, le couvert forestier est dans une situation déjà très alarmante. L'autre chose que je voulais dire, et il faut savoir que
ces innovations sont avant tout les initiatives des producteurs eux-mêmes et de leurs organisations. C'est eux qui proposent. Et la procédure au niveau d'équité, c'est que ces organisations nous soumettent des projets que nous sélectionnons, bien sûr sur la base de leur pertinence et de la conformité de ces innovations avec les lignes directrices des projets que nous lançons. Alors, pour l'illustrer, la photo que vous voyez là, c'est une photo prise en 2016 à Bangourou, dans une exploitation d'un producteur qui a inspiré le projet, on en parlait tout à l'heure, le projet d'agroforesterie de Kamaye. La liste que nous voyons là est issue, c'est la liste de quelques innovations issues des projets que nous avons donc sélectionnés. Comme vous le voyez, la liste est relativement longue. Mais en tout cas, on voulait vous en donner un aperçu du nombre d'innovations que nous soutenons. Mais compte tenu du temps qui nous est imparti, évidemment, je ne pourrais pas passer en revue dans les détails chacune de ces innovations. Je vous propose donc de ne m'attarder que sur quelques-unes. Je voulais d'abord parler de l'agroforesterie. Alors, l'agroforesterie dont il est question ici est illustrée par l'image juste à droite. Il s'agit de l'association des cacaoyers avec diverses cultures, des cultures vivrières notamment, mais aussi avec des arbres forestiers, des arbres fruitiers, et l'ensemble de ces arbres représente une densité d'environ 126 arbres à l'hectare, ce qui tranche avec les 12 ou 18 arbres qui sont préconisés par les certifications. Par les certifications. Alors, ce type de système agroforestier, nous le soutenons depuis 2016 et nous avons pu depuis noter quelques avantages que peuvent donc comporter ce système agroforestier. Hier, j'ai suivi avec intérêt l'exposé de M. Aka, il en a parlé longuement, mais je voulais juste indiquer que nous avons noté que ces systèmes génèrent des revenus substantiels pour les producteurs. Et ces revenus substantiels sont générés par la vente des produits vivriers issus donc de ces exploitations. Et l'autre avantage, c'est qu'on a noté que les jeunes cacaoyers arrivaient à survivre jusqu'à 95%. Donc le taux de survie des jeunes cacaoyers, grâce à ce système, pouvait atteindre jusqu'à 95%, alors que le taux officiel, c'est autour de 74%, et là encore c'est généreux. La deuxième innovation dont je vais parler, c'est les biofabriques, qui permettent de produire des biointrants. Alors l'intérêt de ces biofabriques pour nous, c'est qu'elles peuvent permettre de contribuer à résoudre le problème de l'indisponibilité des biopesticides et des biofertilisants, et permettent donc à plusieurs producteurs de s'engager dans la production biologique et sans craindre de perte de revenus dans la phase de transition. La troisième innovation que je voulais donc présenter, c'est le recyclage du plastique en objet utilitaire. Cette innovation est portée par une coopérative de femmes au Burkina. Et l'intérêt pour nous, c'est que cette innovation permet à la fois de pouvoir assainir et protéger l'environnement, mais aussi de contribuer à l'autonomisation financière des femmes. Ce sont des objets très intéressants. Moi, je suis l'un des clients donc, de cette coopérative. Donc, ceux qui ont l'habitude d'aller au Burkina, demandez Gaffré, vous avez des objets très intéressants. La quatrième innovation dont je voulais parler, c'est celle pour les coopératives, parce qu'on
On a parlé des innovations des producteurs, mais aussi les coopératives en termes de gestion. Pour les coopératives de disposer pour elles-mêmes, disposer en propre des bases de données à partir de géoréférencement et de logiciels. Nous le savons, en général, les coopératives dans la filière cacao, les bases de données qui sont gérées sont des bases de données qui appartiennent aux multinationales, à leurs clients. Et ces multinationales placent du personnel au sein de ces coopératives pour gérer ces bases de données pour leur compte. Donc nous pensons que si nous parvenons à amener, à soutenir les coopératives pour avoir en propre des bases de données, cela peut permettre d'avoir une certaine indépendance vis-à-vis de leurs clients. Alors je voulais terminer par l'innovation concernant le diagnostic. Le diagnostic auprès des producteurs en bordure des aires protégées. Ce que nous savons, c'est que en général, lorsque des producteurs en bordure des aires protégées sont identifiés, les coopératives décident de les suspendre le temps de trouver des mesures conservatoires. Le problème, c'est que les coopératives ne se préoccupent pas toujours des causes pour lesquelles ces producteurs sont là, sont présents là, et se préoccupent non plus du risque qu'il y a que ces producteurs puissent infiltrer ces aires protégées. Donc ce que nous attendons de ces diagnostics, c'est qu'elles permettent d'identifier clairement les raisons de la présence donc, des producteurs en bordure d'aires protégées et dans la mesure du possible de les amener après des engagements, de ne pas infiltrer ces aires protégées. Alors, donc je viens donc d'indiquer, de passer en revue quelques innovations avec les avantages qu'elles comportent. Mais je voulais rappeler que le programme Équité est un programme pilote, donc qui soutient des projets à caractère expérimental. Et donc, pour nous, il est important d'évaluer tous ces projets. Et nous le faisons par deux moyens. Le premier moyen, c'est à travers notre dispositif de suivi-évaluation. Et dans ce dispositif, nous formulons un certain nombre d'indicateurs avec, sur proposition, c'est pas nous qui formulons les indicateurs, c'est les porteurs de projets, mais avec notre appui. Et sur la base de ces indicateurs, une situation de référence est établie pour pouvoir mesurer l'effet des projets, des innovations sur le revenu, sur les exploitations, mais aussi sur l'environnement. Le deuxième moyen que nous utilisons pour évaluer, ce sont les dispositifs de recherche-action. Et ces dispositifs concernent spécifiquement les modes de production donc agroécologique. Nous avons fait cela avec des chercheurs sur Équité 1, d'abord avec une chercheuse de l'école supérieure d'agronomie qui a donc travaillé sur le système agroforestier dont nous avons parlé tout à l'heure. Et c'est ce qui nous a permis justement d'avoir les données que j'évoquais tantôt. Nous avons aussi travaillé avec l'université de Daloa, dont la recherche d'action a porté sur le compost. Et donc avec notamment la coopérative Ecokim. Alors l'objectif de la recherche d'action, c'est in fine de parvenir à la production de références technico-économiques et environnementales qui ont une valeur scientifique, parce qu'on a un certain nombre d'informations, on a des choses empiriques, mais on veut avoir des données, des résultats qui sont scientifiquement soutenables et donc solides. Donc avec ces références, nous produisons des fiches d'innovation par projet. Nous élaborons, nous rédigeons également des documents de capitalisation. Avec ces documents, on va passer à la phase de diffusion. On l'a dit, je l'ai indiqué tout à l'heure, le programme a un caractère pilote, mais l'objectif est que le plus grand nombre de producteurs puissent accéder à ces innovations. Donc, d'où l'intérêt de diffuser tous les résultats que nous avons obtenus à travers le suivi-évaluation
et la recherche-action. Donc, le premier élément de diffusion, c'est bien sûr les documents que nous obtenons, qui sont scientifiquement soutenables, mais ça peut bien se faire de façon spontanée. Donc, les producteurs peuvent adopter de façon spontanée ces innovations. Des producteurs voisins et ou habitant le même village que les producteurs testent et convaincus des résultats obtenus par leurs frères ou leurs voisins peuvent adopter ces innovations. Cela peut se faire également par les coopératives qui, convaincus des résultats obtenus par certains de leurs membres, peuvent prendre l'initiative d'organiser des échanges entre les producteurs pour que les autres producteurs puissent adopter ces innovations. L'autre moyen, ce sont des échanges entre coopératives. On l'a fait en 2017. On l'a organisé. Il y a donc une coopérative du Ghana qui est venue visiter une autre coopérative de la Côte d'Ivoire. C'est une coopérative bien connue. C'est la SEB. Et vous voyez là, ils ont partagé les innovations de la SEB, notamment la fermentation en caisson. Cela peut également se faire par des séminaires internationaux. En 2017, AVSF a pris l'initiative d'organiser un séminaire entre les producteurs de l'Amérique latine qui ont une longue pratique des systèmes agroforestiers avec les agriculteurs ivoiriens. Et moi, c'est à cette occasion que j'ai appris que le rendement des systèmes agroforestiers pouvait atteindre 2500 kg l'hectare. Et ça, c'est énorme. Alors, en conclusion, disons que les innovations présentent un réel intérêt pour le programme Équité, dans la mesure où elles répondent aux besoins de changement et d'adaptation des modes de production au contexte du changement climatique et permettent aux producteurs d'améliorer leurs revenus tout en préservant l'environnement. Mais sachant que ces innovations sont initiées et proposées par les producteurs sur la base de leur propre expérience, il nous semble nécessaire de vérifier leur valeur ajoutée par rapport aux pratiques anciennes. C'est pourquoi les projets que nous soutenons sont associés à des dispositifs de recherche-action afin que des chercheurs, en collaboration avec les exploitants bénéficiaires, produisent des références technico-économiques et environnementales qui constitueront des arguments de l'intérêt de l'adoption de ces innovations par un plus grand nombre de producteurs afin de contribuer à relever les défis actuels des filières agricoles, notamment la baisse de rendement et la déforestation. Merci de votre aimable attention. Merci beaucoup, M. Dago. Je crois que le programme Équité soutient un peu plus de 40 projets, c'est ça, aujourd'hui. Merci en tout cas pour la présentation de toutes ces innovations mises en place par les coopératives. C'était très riche. Je vais maintenant donner la parole à M. Poss. Vous êtes coordinateur du Trade Development Center, voilà, je ne dis pas de bêtises, qui est donc un programme de l'Agence belge de développement. Et une de vos missions, c'est le soutien aux producteurs dans des pays d'Afrique. Et vous allez nous parler aujourd'hui d'un programme de coaching participatif. Tout à fait. Et bonjour à tous. Comme on vient de le dire, je travaille pour l'Agence belge de développement. Je coordonne en fait les services du gouvernement d'appui au commerce équitable. Slide suivant. Et donc, nous sommes véritablement un centre d'appui au commerce équitable et durable. Je ne rentre pas dans tous les détails, mais pour aujourd'hui, je vais vous présenter très brièvement ce qu'on fait en lien avec la sensibilisation au commerce équitable, et c'est pour aussi expliquer un peu ma présence ici. Et surtout, comme on l'a dit aussi, présenter notre programme de coaching participatif auprès essentiellement de coopératives de cacao en Côte d'Ivoire. Slide suivant. Vous pouvez appuyer plusieurs fois jusqu'au bout. Alors oui, je suis très très heureux en fait d'être ici parce que moi ça fait 26 ans que je travaille dans le commerce équitable et de voir l'évolution du secteur, que ce soit en Belgique ou en Côte d'Ivoire, en fait ça fait chaud au cœur. Quand j'ai commencé, c'était vraiment, on n'en parlait presque pas. Et aujourd'hui, par exemple, en Belgique, on a des réunions, des réunions de concertation régulièrement avec les députés sur ce sujet, avec différents niveaux de gouvernement. L'État belge est un État fédéral.
Et donc on mène des actions assez intéressantes. On coordonne par exemple la semaine du commerce équitable en Belgique avec nos amis de Fairtrade, d'autres ONG comme Oxfam, etc. Et on a même pour ambition de faire de la Belgique un pays du commerce équitable. Si vous avez des questions par rapport à ça, on pourra en parler autour d'une tasse de café. Et comme on est très intéressé et très impliqué dans la sensibilisation du commerce équitable dans notre pays, on s'est dit à un moment donné, mais on va essayer de créer des liens, créer des ponts avec ce qui se fait ailleurs, notamment en Afrique, en matière de sensibilisation au commerce équitable. Et c'est comme ça qu'on appuie 4 journées ou semaines de sensibilisation au commerce équitable en Afrique de l'Ouest, au Ghana, au Mali, au Burkina Faso et en Côte d'Ivoire. Et donc c'est pour ça que je suis ici avec vous et je tenais à féliciter le RIS pour l'évolution que l'on voit de votre secteur, de votre mouvement, et j'espère que vous serez assez rapidement et de plus en plus surtout entendu par les autorités publiques politiques de Côte d'Ivoire. Voilà. Slide suivant. Alors, depuis 2005, on appuie via ça s'appelle la proposition, des subsides un peu classiques, différentes coopératives de producteurs, notamment pour les aider au niveau de la transition en agriculture biologique, pour des petites installations décentralisées de formation. Et au fil de nos appuis, on s'est rendu compte, on a vu que, comme partout ailleurs, en Belgique c'est la même problématique aussi, il serait très intéressant de renforcer les entreprises en matière de gestion d'entreprise, en matière de business management et en matière de marketing, en matière de gestion commerciale. Parce que les coopératives ont un potentiel très intéressant, mais sous-exploité, justement, vu ce manque de connaissances en marketing et en gestion d'entreprise. Et donc, on le fait avec pour objectif de créer un meilleur accès au marché et un meilleur accès au financement pour les coopératives, dans le but qu'il y ait une augmentation du chiffre d'affaires et de meilleurs services aux membres des coopératives. Et bien sûr, l'objectif final, c'est d'augmenter les revenus et les conditions de vie des producteurs. Donc c'est toute une chaîne de cause à effet et c'est pas évident non plus. Si la coopérative est mal gérée, si toutes les ressources sont captées par le dirigeant, qu'il n'y a pas de distribution, évidemment, ça ne fonctionne pas. Et donc on travaille là-dessus avec les coopératives. On a mis slide suivant. Et donc on a essayé de développer un service qui permette dans un premier temps aux coopératives de mieux comprendre leur marché. Et concrètement, on a développé un système de coaching participatif par des spécialistes en marketing qui vont 3 fois par an pendant une semaine, et ça dure 3 ans le système, qui vont pendant une semaine, 3 fois par an, véritablement dans les locaux des coopératives pour travailler avec les équipes. On a commencé par le coaching en marketing. Et ensuite, on a développé un appui aussi en gestion financière. Notre coaching en marketing couvre l'analyse interne et externe de l'organisation, quelles sont les forces et faiblesses, quels sont les concurrents, quels sont les clients potentiels. On a pour objectif de travailler sur la définition de la stratégie commerciale, la prospection vers les clients, développer du matériel de communication pour sensibiliser, pour pouvoir toucher de nouveaux clients potentiels. Notre coaching en gestion financière, mais lui, il a pour objectif de travailler sur la gestion, sur les prévisions budgétaires par exemple, travailler sur le business plan, essayer de l'améliorer, et on travaille également sur la gouvernance, pour travailler sur le fonctionnement démocratique et la transparence au niveau des coopératives. Et donc aujourd'hui, on appuie aussi en Côte d'Ivoire l'agence Côte d'Ivoire PME, donc l'agence publique d'appui aux PME, et un incubateur qui s'appelle Incubivoire, où là aussi on les renforce dans leur gestion et dans leur stratégie. Et avec eux, on va commencer aussi un programme d'accompagnement en coaching, parce que l'objectif, c'est que ces organisations ivoiriennes appuient les coopératives directement en matière de gestion financière et en matière de marketing. Slide suivant. Et donc, via ces coachings, on offre un appui assez diversifié. Donc, je disais coaching
en gouvernance, en gestion financière, en marketing. On publie aussi des études de marché et on va publier dans les jours qui viennent, peut-être dans une semaine, une étude pour évaluer la possibilité pour les coopératives qui n'exportent pas, pour l'instant pas directement leur cacao, pour voir s'il est possible de le faire et toutes les conditions, c'est vraiment pas simple, toutes les conditions, toutes les règles nécessaires, on va partager ça avec vous. Et alors on a aussi un tout petit appui financier, maximum 30 000 € par coopérative pour les aider si on définit une stratégie marketing, une stratégie commerciale avec elles pour qu'elles aient les moyens de la mettre en œuvre. Slide suivant. Et donc voilà, ça c'est les organisations, les coopératives de cacao qu'on a appuyées de 2017 jusqu'à la fin de cette année-ci. Donc 20 organisations de producteurs de cacao en Côte d'Ivoire et 3 Business Support Organizations, donc 3 dispositifs d'appui à l'entrepreneuriat dont j'en mentionnais le nom de 2 il y a un instant. Slide suivant. Et donc, on est assez content du travail que font les coachs. Il y en a une qui était présente ici, je ne pense pas aujourd'hui, mais en tout cas elle était là hier, Dominique de Rome, donc vous, si vous la croisez, n'hésitez pas à échanger avec elle. Et donc par exemple, on a accompagné de 2016 à 2019 les coopératives ECAM et SIMPA. Et en 2020, elles ont été nommées meilleure et deuxième meilleure coopérative de cacao pour l'ensemble du pays, pour la Côte d'Ivoire. Donc on espère qu'on a vraiment un tout petit peu contribué à ces résultats. Les acheteurs de cacao sont assez contents aussi. Il y a l'exemple de Martin Rossi qui travaillait pour Océan. Enfin, maintenant il travaille à la maison mère où il est responsable de la durabilité, qui explique un peu pourquoi l'appui qu'on a effectué auprès des CAM était intéressant en matière de la manière dont se présentent les coopératives auprès des acheteurs de cacao. Slide suivant. Celui-là je vais le passer, c'est juste pour montrer que du coup de l'appui qu'on a donné à une coopérative qui s'appelle Yeyaso, mais ça a intéressé un chocolatier belge, Galère, qui a décidé de développer des projets notamment d'agriculture bio avec cette coopérative et qui avait une relation de confiance parce que la coopérative avait été appuyée par le TDC et avec Ecamom, Jean-Marc Coffy est ici dans la salle. On les a aussi aidés à développer une petite diversification de la production avec des fèves enrobées de caramel. Slide suivant. Donc voilà, moi j'ai fini ici ma présentation. J'ai prévu un petit film de 6 minutes, s'il est prêt en régie. Alors, qui montre... on m'a dit dans l'oreillette qu'il y avait un petit souci technique et qu'on pourrait regarder la vidéo un petit peu après. Ok, pas de souci. Et donc juste pour la présenter, c'est montrer le travail qui a été fait auprès de 3 coopératives de la région de Miyagi, avec l'ECAM, Ecamom et Nekayo, essentiellement en communication mais aussi en transformation de produits. Voilà, je vous remercie beaucoup et donc pour le petit film, ça sera pour après. Merci beaucoup. Alors je vais maintenant donner la parole à Madame Koulibaly, qui travaille pour l'entreprise Ingénierie et Prestations, IPS, qui a développé un logiciel adapté au milieu agricole. Je suis Madame Koulibaly, directrice générale du cabinet IPS. Nous sommes spécialisés dans l'assistance des coopératives, mais on a développé un logiciel et un programme pour accompagner ces coopératives-là. Mais qui dit coopérative, arrive à un moment, il faudrait qu'on puisse être ensemble. C'est ça le mot coopérative. C'est être ensemble pour développer une filière, pour développer un mouvement. Nous sommes cabinet et en tant que cabinet, nous avons approché les instances étatiques pour leur proposer un programme pour le développement des coopératives. Parce que parlant d'innovation, pour parler des innovations, c'est que vous apportez quelque chose de nouveau. Sinon, la pratique culturelle, elle existe depuis des millénaires. Mais aujourd'hui, de plus en plus, on part à l'école. Nos parents nous ont mis à l'école. On revient de l'école avec une certaine expertise. Mais l'héritage du père est là, l'héritage de la mère est là. Qu'est-ce que tu fais avec la connaissance que tu as reçue à l'école pour développer l'héritage que ton père te laisse? Donc c'est dans ce sens-là que nous, on a développé ce programme-là qui s'appelle le Coupe Pro.
Le CoPro, c'est-à-dire la coopérative professionnelle. Quand j'entends coopérative professionnelle, c'est que d'abord vous avez les statuts et règlements intérieurs selon les normes OHADA. Donc déjà, il faudrait que vous soyez constitué en société coopérative. Quand vous êtes constitué en société coopérative, ça va sans dire que vous devez déclarer du personnel, puisque vous aurez des salariés. Ces salariés, vous allez les déclarer à la prévoyance sociale. Et quand vous les déclarez, ne vous arrêtez pas seulement là. Il faudra aussi faire accompagner par une assurance. Mais ces assurances aujourd'hui en griffe, c'est monsieur, madame, 3 enfants, arrivé à un certain seuil, on ne peut plus prendre en compte. Mais il faut aller vers des partenaires d'assurance. Pour prendre aujourd'hui, vous voyez dans nos contrées, c'est monsieur, 2 épouses, voire 3 épouses. Et il a encore des enfants à scolariser jusqu'à 25 ans, qui sont à la charge des parents. Donc on a négocié avec des partenaires qui nous ont fait confiance, parce que c'est cela aussi. Quand on dit c'est le monde agricole, ils ne font pas confiance. Donc nous sommes le tampon pour dire à cette assurance-là, non, faites confiance, parce que nous sommes là, on est regardant quand même, on les suit, on les a. Donc mon plan de présentation allait s'articuler sur 5 points: l'environnement socio-économique des sociétés coopératives dont j'avais commencé, les objectifs du programme, les résultats attendus, les partenaires au programme et les conclusions. L'environnement socio-économique des coopératives et le besoin d'une solution de professionnalisation fait que depuis l'ascension de la Côte d'Ivoire aux indépendances, on connaît le cheminement des coopératives. Donc le paysan ou la paysanne, pour aujourd'hui, c'est eux, on a dit, l'économie de ce pays repose sur l'agriculture. Mais cette agriculture-là, est-ce qu'elle est performante? Est-ce qu'elle est professionnelle? Donc c'est en cela que aujourd'hui nous approchons les instances étatiques, c'est-à-dire le MEMINADER, des organisations comme par exemple la DGI qui est là, parce que quand vous entendez impôts, déjà vous avez peur. N'ayez pas peur. C'est des classifications pour pouvoir arriver aux impôts. Et ces classifications-là, il faut qu'on vienne vous sensibiliser sur cela. On vienne vous expliquer que non, ce n'est pas seulement impôt avec griffe, impôt, mais il y a des impôts qui sont adaptés à notre pratique, à nos besoins. L'objectif est de professionnaliser ces coopératives-là, mais en les professionnalisant, il faut les mettre dans une certaine démarche. Fiscalité, assurance, prévoyance sociale, coaching. Tout à l'heure, vous avez entendu le monsieur de Enabel parler. C'est du coaching. Allez vous visiter, allez vous expliquer. Parce qu'il y en a parmi vous qui sont arrivés aujourd'hui à la transformation. Mais cette transformation, est-ce que vous avez les débouchés pour pouvoir les vendre? Est-ce que vous avez les personnes ressources même pour pouvoir vendre les produits que vous avez produits? Donc il faut vous accompagner dans une commercialisation, dans un marketing autour de ce produit-là. Et nous sommes là pour vous accompagner. Nous sommes approchés d'une fêtière agricole qui est l'Anakasi, qui regroupe environ 1200 coopératives en Côte d'Ivoire. Quand je dis approcher, en fait, c'est par appel d'offres qu'on a eu l'accompagnement. Parce qu'ils sont signataires du plan national d'investissement agricole phase 2. Et il était question, dans leurs accords qu'ils ont signés avec le ministère, de se faire accompagner par un cabinet. Parce que justement, comme je disais tout à l'heure, quand on entend agriculteur, on se dit non, si on vient leur donner l'argent, est-ce qu'ils vont pouvoir bien gérer? Est-ce si on vient faire ceci, est-ce qu'ils vont pouvoir bien gérer? Donc on leur a imposé, en fait, de se faire accompagner par un cabinet. Donc ils ont lancé l'appel d'offres et nous avons eu l'appel d'offres. Donc c'est dans ce cadre-là que nous avons conçu ce programme pour les accompagner. Et dans cet accompagnement-là, on a le ministère qui est au-dessus, qui coach, avec sa direction qui est la direction des organisations professionnelles agricoles, DOPA, je crois. Donc c'est eux qui nous donnent les clés pour pouvoir aller maintenant vers les coopératives. Leur expliquer comment il faut s'y prendre. Leur expliquer que non, vous êtes coopérative, mais est-ce que vous avez tous vos documents qui sont complets? Est-ce que vous avez une assurance? Est-ce que il y a la prévoyance sociale qui est là? Est-ce que votre fiscalité est claire? Est-ce que votre assistance de gestion est claire? Et c'est dans cet état-là que nous les accompagnons. Et tout en les accompagnant, il faudra bien justement qu'ils soient dans les normes. Nous sommes aujourd'hui en train de parler de commerce équitable. Pour même arriver à ce que les coopératives arrivent à être certifiées, il faut pouvoir les accompagner sur certaines normes. Il faut pouvoir les accompagner sur certaines démarches qu'il faut suivre à la lettre. C'est surtout ça.
Il faut suivre, c'est contraignant, mais il faut que vous puissiez le suivre pour arriver à la certification. On est partenaires qui sont déjà sur le programme. Il y a le Méminadel lui-même qui est sur le programme. Il y a les banques qui nous accompagnent. Je ne veux pas les citer parce qu'on les a sollicités pour venir justement expliquer. Ils n'ont pas cru, donc je ne peux pas les citer, mais qui déjà nous accompagnent. Et ces banques-là sont là pour le financement des coopératives. Parce que là, tout à l'heure, on va développer ce volet-là sur le financement de ces coopératives. C'est un besoin que vous avez. Mais aujourd'hui, les banques ont peur parce qu'il n'y a pas de tampon, il n'y a pas de garant. D'abord, il n'y a pas d'assistance de gestion, il n'y a pas de gestion claire de vos comptabilités. Il n'y a pas. C'est ce qu'ils disent, c'est ce qu'ils nous disent. Quand on a fait le diagnostic, ils disent non, les coopératives, vous venez, vous voulez qu'on les finance, mais est-ce qu'il y a une comptabilité assez claire? Est-ce qu'il y a une traçabilité de ce qu'ils font? Est-ce qu'ils sont bancarisés? Donc nous, on est allé vers eux, on leur a dit non, faites confiance à ces coopératives-là, parce que nous sommes là pour les accompagner. Et mieux, le ministère même qui est au-dessus de nous, qui est la maman même, je peux dire, de ces coopératives, nous fait confiance. Pourquoi vous ne pas nous faire confiance et que nous soyons le garant entre eux et vous? On a les banques qui nous accompagnent, on a les assurances, assurance santé, j'en ai parlé tout à l'heure, de véhicules et même de vie sociale. Parce que l'assurance, je le développais, mais cette assurance-là prend monsieur, 2 épouses et 6 enfants. Et 6 enfants, vous avez un enfant jusqu'à 25 ans, mais avec une attestation de fréquentation. Parce qu'on se dit que quand l'enfant est encore scolarisé, il a encore à votre charge. Donc, on a ces assurances-là. Mais aujourd'hui, nous sommes sur un événement, ces journées-là, c'est un coût. Donc, ils n'ont pas, c'est pour cela que je ne les cite pas. Donc, on a des concessionnaires automobiles qui nous accompagnent. Et aussi, on a de la digitalisation monétaire qui sont arrivés à développer des cartes bancaires, même Visa. C'est-à-dire, vous sortez même de l'Afrique ou de la Côte d'Ivoire, que vous voulez prendre de l'argent, vous allez le prendre. Même ici, en Côte d'Ivoire, vous êtes dans le cacao, vous savez, de plus en plus, on se fait voler. Vous prenez de l'argent que vous devez aller payer les producteurs. Les gens, ils savent que vous avez de l'argent sur vous, ils vous braquent. C'est sur une petite carte. Si vous voulez, vous prenez la carte. La carte se régénère un code à chaque fois que vous devez l'utiliser. Donc, le papa ne va pas dire non, c'est pas parce que je n'ai pas retenu le code. Donc, il suffit que vous mettez la carte dedans, que vous voulez faire un retrait, ça vous génère un code sur votre téléphone et vous retirez votre argent. C'est pour votre sécurité. Et les transferts d'argent, je ne les cite pas toujours. Voilà, les ONG qui nous accompagnent, il y a des fondations qui nous accompagnent. Et mieux, il y a un partenaire qui nous a fait confiance, qui est dans la salle, et les fonds verts, parce que c'est cela aussi le commerce équitable. Il faut arriver à faire du biologique. Pour faire du biologique, il faut les intrants qui vont avec. Donc, monsieur éléphant vert, vous allez vous présenter. Bonjour, je suis monsieur Desailly, responsable commercial et technique éléphant vert Côte d'Ivoire. Il faut dire rapidement que l'éléphant vert, c'est une multinationale qui est présente dans 36 pays, dont en Europe et en Afrique. Il y a le Mali, le Burkina, le Kenya, le Maroc. L'éléphant vert, c'est une agriculture saine et durable. L'éléphant vert, c'est la protection de l'environnement, c'est la durabilité, c'est la santé. Puisque les produits que nous produisons sont d'origine, ce sont des produits qui sont recyclés. En fait, ce sont les viandes de volaille, ce sont les suies de bois, ce sont les matières de cacao et autres. L'éléphant vert, c'est l'usine qui est située à Azopé. Et tous les producteurs, à chaque fois, les coopératives vont les visiter. Donc, l'éléphant vert croit de plus normal d'être présent à ces ateliers, puisque l'éléphant vert travaille au sud ici avec la plupart des clients sont des coopératives. À chaque fois, il y a un événement de coopérative où on parle de biologique ou bien où on parle de certification, l'éléphant vert est présent. L'éléphant vert aussi, ce sont des services d'analyse des sols et de l'eau et de feuilles. Et les fonds verts aussi sont des services de formation. Dans ce cas, nous avons tissé un partenariat avec le cabinet de Mme Koulibaly. Donc, l'éléphant vert, c'est la durabilité. Je vous remercie. Merci, monsieur. Donc, on peut remettre le slide. Donc, ça, c'est concret. C'est concret. Et nous-mêmes, en tant que cabinet maintenant, on a conçu un logiciel de gestion. Parce que c'est cela aussi. On vous apporte de l'innovation, mais cette innovation,
Il ne suffit pas d'aller chercher quelqu'un qui fait de l'intrant, il ne suffit pas d'aller chercher de la monétisation, mais votre gestion même que vous allez faire, il faut pouvoir la maîtriser. Donc on a conçu un logiciel qui s'appelle IPS Logistic Group, c'est-à-dire ça part de la collecte. Quelle est la culture? Parce que dans les variétés de cacao, il y a cacao Mercedes, il y a cacao café arabica, ceci, cela. Donc on part déjà même de la sélection de tout cela dans ce logiciel-là pour nous dire qu'à la fin, quand vous allez pouvoir vendre, si c'est un cacao grade 1 ou un cacao grade 2. Donc ce logiciel-là, il est là. Nous vous accompagnons, nous partons chez vous dans vos contrées, vous assistez dans la comptabilité que vous allez faire. Parce que si vous n'êtes pas suivi, vous n'avez pas de comptabilité saine, une banque ne peut pas vous financer. Soyons clairs. On va organiser des séminaires, on va organiser des panels. Mais si vous n'avez pas une comptabilité claire, une banque ne peut pas vous financer. Monsieur de Équité vient de parler tout à l'heure. Mais monsieur de Équité, si je n'ai pas une assistante claire, je n'ai pas une traçabilité de tout ce que je fais, vous allez pouvoir me financer? Non. Donc, partant de cela, moi, je vous sensibilise. Que ce soit moi, mon cabinet, ou pas mon cabinet, je vous sensibilise. Ayez une comptabilité, une traçabilité, une fiscalité assez claire. De la prévoyance sociale dans vos coopératives. Et même mieux, la digitalisation monétaire. Vous êtes ici aujourd'hui, vous avez un problème, il faudrait que vous puissiez payer à main. Simplement de votre téléphone. Ça se passe, c'est ça l'innovation. On ne peut pas faire l'agriculture comme on le faisait au temps de nos parents. Ils nous ont mis à l'école, on a des connaissances, apportons cette connaissance-là. Et je pense qu'on va mieux faire cette agriculture-là. On parle de journée aujourd'hui, des journées aujourd'hui du commerce équitable. Mais le commerce équitable, c'est des normes qu'il faut suivre. Et ces normes-là, pour pouvoir rentrer dedans, il faut qu'on classifie tout cela. Il faut qu'on parte tous dessus toute cette démarche-là. Le dernier slide, s'il vous plaît. Donc en conclusion, bon, je viens de vous sensibiliser. Maintenant, je voudrais sensibiliser les institutions étatiques. Monsieur de la DGI, il faudrait qu'on puisse s'accompagner tout le temps pour sensibiliser les coopératives. Parce que de plus en plus, en international, on demande certaines normes à suivre. Mais nous-mêmes qui sommes avec eux ici, qui sommes, disons, les accompagnateurs, comme monsieur de Enabel a dit, il faudrait que les instances étatiques, on puisse comprendre le bien fondé de comment les accompagner. Et mieux, eux maintenant, ils pourront venir nous subventionner. Donc vraiment, je voudrais que le même Minader encore qui nous soutient, toujours, puisse continuer à nous soutenir. Je pense qu'ils sont dans la salle. J'ai dû voir le représentant tout à l'heure dans la salle. Soutenez-nous. Ces coopératives, ce sont des sociétés qui pourvoient du travail. Aujourd'hui, on est en train de parler des jeunes migrants, mais ces sociétés coopératives peuvent employer 15 personnes, 20 personnes. Déjà, c'est une charge en moins de la main-d'œuvre qu'on aura employée. Donc, on a besoin de vos soutiens. On a besoin de toutes les intelligences. Comme j'ai dit, monsieur de la DGI, je pense qu'il va nous soutenir. Le président est en train de rigoler, mais non, je suis sérieuse, monsieur le président. On a besoin de cela. Et de plus en plus, organisez toujours ces journées-là pour qu'on puisse vous sensibiliser, pour qu'on puisse sensibiliser les coopératives aux bonnes pratiques, aux bonnes techniques. Je voudrais vous remercier. Merci beaucoup. Merci pour la présentation de votre cabinet, de vos innovations et de votre présentation pleine d'énergie. Merci. Alors pour finir cette vitrine de l'innovation, je vais donner la parole à Madame Salah de JLB Expertise Côte d'Ivoire. Merci. Bonjour à tous. Merci beaucoup Auris de me permettre de prendre la parole aujourd'hui. Donc je suis mademoiselle Fanny Salas, responsable durabilité chez JLB Expertise Côte d'Ivoire. Donc rapidement, au sein de ce département durabilité, qu'est-ce qu'on fait? On offre des prestations de services principalement aux chocolatiers et aux traders dans l'audit ou l'accompagnement de leurs coopératives cacaoyères sur la gestion de leurs primes de durabilité, que ce soit dans la distribution de cash aux planteurs ou dans le financement des projets de développement de durabilité. Donc c'est sur la gestion des projets que je vais vous présenter une innovation aujourd'hui. Cette innovation, c'est Kix. C'est un partenariat qu'on a. Donc la solution Kix, très brièvement, qu'est-ce que c'est?
Ça repose sur un principe assez simple, puisque Kix permet de prendre et d'envoyer des photos qui sont horodatées, géolocalisées et qui reposent sur la blockchain, donc qui sont absolument infalsifiables. Ce qui veut dire qu'au moment où vous allez prendre la photo, il y a un point GPS qui va être associé à cette photo, il y a une date et une heure qui vont être associées, et vous ne pourrez pas modifier ces informations lorsque vous les envoyez. Donc sur ce principe simple, on peut imaginer beaucoup de modes d'utilisation. Une proposition que l'on fait, c'est toujours pour les chocolatiers ou les traders, leur permettre d'avoir un suivi des projets de développement qui sont financés dans les coopératives. Puisqu'il y a quand même des montants significatifs qui sont engagés dans ces projets de développement. Et les chocolatiers n'ont pas toujours énormément de retours sur l'avancée de ces projets, ou en tout cas pas les retours qu'ils souhaitent. Donc ce qu'on va faire avec les chocolatiers, c'est qu'on va, sur la base du plan de prime qui est établi, définir un plan de suivi de ces projets de développement. Donc les projets qui sont suivis, ça peut être des projets ponctuels, la plantation d'arbres, la distribution de kits scolaires ou des formations, et ça peut être des projets qui sont de beaucoup plus grande envergure, comme la construction d'une école. Donc on va définir les projets qu'ils souhaitent suivre, on va définir la fréquence, si une école est construite, à quelle fréquence ils veulent avoir un avancement de ce projet, est-ce que c'est tous les mois, tous les 2 mois, à chaque fin de grande phase de construction. Et une fois que ce projet est défini, on va le mettre en place, bien sûr avec l'aide des coopératives, puisque c'est les coopératives qui vont être acteurs dans ce projet. Donc on va expliquer ce projet aux coopératives, on va former les membres des coopératives qui vont intervenir et qui vont prendre les photos, et on va le lancer, ce projet, avec eux. Donc l'utilisation de l'application, elle est très très simple. Le membre de la coopérative ou l'employé, quand il va vouloir prendre une photo, il va aller sur son application. Il y a très peu d'informations qui lui sont demandées. On va quand même lui demander peut-être quelle est l'activité qu'il prend en photo, quel est l'axe de développement, est-ce qu'il a un commentaire. Et il va prendre les photos directement depuis l'application pour que ce soit envoyé. Cette application, au moment de la prise de photo, elle peut fonctionner hors connexion. Puisque si vous allez à votre pépinière ou sur le lieu de construction de l'école, il n'y a pas forcément de connexion Internet. Donc l'application ne sera pas bloquée sur ce facteur. Vous pouvez quand même prendre la photo et les informations de redatage et de localisation seront quand même associées au fichier. Donc ça va permettre aux chocolatiers ou aux traders de savoir où en sont les projets, est-ce que tout avance selon le plan qui a été défini, est-ce qu'il y a des retards, ça peut arriver, pour quelles raisons. Et ça va aussi lui permettre d'avoir les médias qui lui permettront de communiquer sur toutes ces actions. Ça, c'est une utilisation potentielle de l'outil. Après, comme je disais, ça ouvre la voie à beaucoup d'autres utilisations possibles. Les coopératives peuvent très bien être proactives dans l'utilisation de cette solution. Par exemple, lorsqu'elles recherchent de nouveaux financements, ça peut être une garantie supplémentaire qu'elles apportent à leurs investisseurs. Elles disposent de cet outil, elles sont capables de fournir des médias qui soient infalsifiables. Pensez à du suivi de stock, par exemple dans les magasins des coopératives ou autres. La coopérative peut prendre des photos et les personnes concernées peuvent savoir quel est l'état des stocks dans le magasin principal, dans les magasins de section, à quel moment le camion quitte la coopérative avec son cacao. Donc tout ça, c'est encore des garanties supplémentaires qui peuvent être apportées par les coopératives. Voilà. J'ai terminé mon introduction brève sur Kix, donc je serai disponible pour des questions si vous en avez. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, est-ce qu'on peut passer la vidéo qui était prévue ? Merci. D'abord, dire merci aux panélistes et merci infiniment à Enabel, car je suis le PCA de la coopérative Simpa à Beauville. Nous avons bénéficié des formations d'Enabel sur la communication. Et si vous sortez d'ici, vous allez voir tout à l'heure la Simpa qui expose ses produits. Et vous allez voir comment est-ce que nos tablettes sont. Et vous allez voir nos brochures. Malheureusement, on n'est pas venu à certaines brochures. Après Enabel, nous avons pu
nous avons transformé notre coopérative au niveau de la communication. Parce qu'avant, on ne savait pas que dans une coopérative, il faut une communication. Parce que ça coûte cher. Tout de suite, elle en parlait. Une coopérative, c'est vraiment difficile. Et M. Dago peut en témoigner. Il est venu essayer à la coopérative Simpa pour voir qu'est-ce que c'est qu'une coopérative. Parce qu'il a lui, ce n'est pas les petites coopératives qui vont venir. Mais il faut voir qu'est-ce que c'est qu'une coopérative. Et aujourd'hui, vous voyez à AVCF, il sait de quoi s'agit, qu'est-ce que c'est qu'une coopérative. Et avec ça, il travaille avec. Donc nous voulons dire merci à Enabel qui aujourd'hui a permis à la coopérative Simpa de se transformer. Ma question va aller au niveau de madame qui a parlé beaucoup. Et peut-être me tourner vers les impôts. Chercher à savoir, est-ce qu'une coopérative, aujourd'hui à cause de la société coopérative, on reste coopérative ou on n'est plus coopérative? Parce qu'il faut qu'on le sache. Parce qu'aujourd'hui, nous, les coopératives, ils nous ont dit que malgré que ils ont ajouté société coopérative, on reste coopérative. Donc, on est exonéré du BIC, on est exonéré de certains impôts. Mais aujourd'hui, c'est difficile pour nous d'avoir nos exos. Très difficile. Les documents qu'on nous demande. Mais une coopérative, elle en a bien parlé. Aujourd'hui, à la coopérative Simpa, avec les petits, on se retrouve à plus de 100 personnes qu'on peut nourrir. Mais si la coopérative disparaît, parce qu'il y a des redressements qui se sont faits dans ces temps-ci là, si effectivement on va payer ça, la coopérative disparaît. Il ne va plus exister. Il y a une coopérative même qui a subi au niveau d'Acoupé, puisque je suis le président de l'ASPCACC, il est venu me donner son document. Il a 200 et quelques millions qui doit payer. Mais une coopérative paie 200 millions. S'il avait même 200 millions, peut-être que cette enquête-là ne va pas arriver là-bas. Il paie 200 millions et puis il va vivre comment? Aujourd'hui, nous, à la Simpa, ils sont venus nous faire un redressement de 1,5 milliard. On paye ça et puis on vit. Mais quand tu regardes, une coopérative ne doit pas payer de BIC. Une coopérative ne doit pas payer IRVM. Mais bon, ma question, est-ce qu'on est coopérative ou bien on est devenu des sociétés? Pour qu'on puisse savoir et puis marcher comme des sociétés. C'est ça qui est, madame, vous qui avez parlé, ma question vient vers vous pour dire que la question, bon, pas les impôts, mais c'est pour attirer l'attention. Oui, parce qu'aujourd'hui, les coopératives, aujourd'hui, on subissent vraiment des trucs qui vraiment, nous ne comprenons pas, franchement. Maintenant, Monsieur Dago, vos projets, c'est bon. Et le risque, l'équité, pour que la coopérative puisse évoluer, je pense qu'il faut élargir un peu ou bien il faut faire un peu, au lieu de faire ça un an, de le faire un peu peut-être 3 mois, pour que beaucoup de coopératives puissent bénéficier de ces projets-là par rapport à leur développement. D'accord, Président. Justement, c'est pour cela que dans notre démarche, on fait intervenir toutes les personnes ou toutes les entités qui sont susceptibles d'être un frein au développement d'une coopérative. Je vais les citer. Donc, on a la CNPS, on a la DGI, on a le MEMINADER, on a des assurances, on a la CEMU, tout ça. Mais il faudrait qu'on vous explique. Une coopérative, comme vous avez dit, parce que si vous n'avez pas l'information, justement, vous allez avoir la réaction que vous avez. Une coopérative part de la collecte, de la culture à la collecte, à la commercialisation et à la transformation et même à l'exportation. Dans quelle catégorie vous vous situez? Est-ce que vous êtes toujours à la culture et collecte? Est-ce que vous êtes toujours à la commercialisation en interne en Côte d'Ivoire? Est-ce que vous transformez? Est-ce que vous exportez? Selon ces catégorisations, il y a ce que les impôts nous demandent de payer. Si vous êtes coopérative culture, collecte, vendre à un usinier, il y a ce qui vous convient. Vous ne payez pas le BIC, vous ne payez pas TVA. Mais si vous arrivez dans la démarche de transformation,
de commercialisation, d'exportation, vous devenez, disons, comme un usinier. Je dis ça tout bête. Moi aussi, j'ai eu une coopérative, il y a des coopératives que je coach, qui justement m'ont posé cette problématique-là. J'ai couru à gauche, à droite. Je me suis retrouvée à San Pedro, en train de défendre. Mais quand ils m'ont expliqué, je vais voir le PCA. J'ai dit, mais papa, tu ne m'as pas dit que tu arrives à la transformation jusqu'à tu vends. Quand c'est comme ça, c'est un peu difficile. Il faut aller à l'information. C'est pour cela que j'ai demandé. Au niveau de la transformation, vous savez, les coopératives sont... Bon, je parle de votre cabinet, bien sûr, mais les coopératives sont formées. Oui. Nous, aujourd'hui, quand je parle d'Enabel, quand je parle de Dago, vous savez de quoi il s'agit, Dago? Oui, bien sûr. Malik Ndiaye a été appelé ici, vous savez de quoi il s'agit. Ce sont ces hommes-là qui sont venus à la coopérative Simpa pour nous montrer ce qu'il faut faire comme travail. Oui, mais quand je pose la question, il est à dessein. Parce que sur les trucs qu'ils ont pris pour faire les calculs là, quand vous regardez, pas bon. Ça ne se fait pas. Il y a des trucs, bon ici on ne peut pas venir parler, j'ai seulement posé la question. Oui, et vous mais dites justement vous faites bien. La formation que comme vous dites... monsieur de la DGI est là, il va nous éclairer notre lanterne. Sinon la formation que vous dites, si la SIMPA pose la question, on a il va éclairer notre lanterne. Il est là pour ça. On a subi ces formations. Monsieur Kouadio, et on est au courant de quoi il s'agit. Mais quand il regarde, c'est vraiment... Madame, s'il vous plaît, je vais emboîter le pas à mon PCA. Parce que ce constat-là, si je peux appeler ça, c'est pas un constat, ça devient un fléau au niveau des impôts. Parce qu'ils sont en train de taxer pratiquement toutes les coopératives. Toutes les coopératives. Vous savez, comme le PCA venait de le dire, avant on disait que c'était des coopératives. On ne connaissait pas ces histoires d'impôts, tout ça. Et maintenant, c'est devenu des sociétés coopératives. À la DGI, d'approcher ces coopératives pour leur dire, voici votre statut maintenant. Voici comment on doit fonctionner. Parce que, excusez-moi, mais les coopératives sont beaucoup dans l'anonymat des choses. Et les PCA, vous savez que la majeure partie des PCA sont analphabètes. Ils ne vont pas essayer de s'approcher. Donc, c'est aux gens de la DGI d'approcher ces coopératives et de leur dire, maintenant, voici ce que vous devez faire. Et voici comment vous devez régulariser les choses. Et voici comment on doit fonctionner. Quand c'est comme ça, on comprend et on peut avancer. Mais on ne peut pas se lever un matin, tu arrives là, on dit non, vous êtes taxé d'office, 18 millions, vous devez payer ou bien on va fermer. Mais il va fermer, il va partir. Et c'est les gens qui sont au chômage. Donc moi, je demande simplement à la DGI de revoir sa manière de taxer les coopératives. Parce que ça devient un fléau en Côte d'Ivoire maintenant. Mais monsieur, justement, c'est cela que nous faisions la courroie entre ces, comment je vais dire ça, ces entités qui souvent n'ont pas la bonne information. Parce que vous avez besoin de cette information. Eux, ils sont dans leur bureau climatisé, ils ne vont pas vers vous. Donc, il faut qu'on les amène à sortir. C'est ce que nous faisons, pour les amener vers vous, pour qu'ils vous expliquent. Donc le monsieur de la DGI est là, il va nous expliquer. Je suis allé le tirer de son bureau justement. Excusez-moi, j'ai voulu emboîter le pas sur ce que le président de l'Union des PCA vient de dire. Moi, c'est Roméo Ngouran, la coopérative COPCA de Saint-Fra. Évidemment, nous sommes confrontés à certaines pressions au niveau de la DGI. Nous ne comprenons pas ces redressements en un point fini. Nous sommes toujours dans le cadre de redressement. Ça fait maintenant 2 à 3 ans que nous sommes toujours dans la même situation. Même quand nous envoyons des preuves de paiement des impôts, on nous dit que c'est faux. Nous ne savons plus comment redresser les impôts. Nous ne savons plus qu'est-ce que les impôts veulent. Vraiment qu'ils nous expliquent et qu'ils viennent nous coacher pour que nous comprenions au moins qu'est-ce que nous faisons. Nous sommes coopératives collecte et vente ou bien nous ne sommes pas coopératives. Si nous ne sommes plus coopératives, qu'on nous dise que nous payons des impôts, non, des impôts normaux. Mais si nous sommes des coopératives, qu'on nous donne les honorations, BIC, qu'on nous conduise, on nous explique ce que nous devrons faire réellement dans cette filière. Je vous remercie. Bon, merci, mesdames et messieurs. Je suis Anatole Kouadio, sous-directeur des grandes filières à la direction des opérations d'assiette. Ma mission à la DGI, c'est d'accompagner mes collègues qui sont en service opérationnel dans l'application des dispositifs
liés au secteur agricole et forestier. En même temps, comme nous sommes des fonctionnaires, notre mission, c'est d'accompagner tous les opérateurs économiques de n'importe quel secteur pour qu'ils puissent faire face à leurs charges fiscales. Nous ne sommes pas là seulement pour imposer et collecter l'impôt. De la même façon qu'il y a des cabinets comptables privés que vous payez, qui vous accompagnent, la Direction générale des impôts, sa mission première à l'endroit des citoyens et des opérateurs, c'est de vous accompagner, vous conseiller. Dans ce cadre-là, depuis l'entrée en vigueur de la loi de l'organisation OHADA, nous avons accompagné le ministère de l'Agriculture dans la sensibilisation et la vulgarisation des dispositions relatives aux sociétés coopératives. L'OHADA n'a rien apporté de particulier quant aux charges des sociétés coopératives. Ce que l'OHADA a changé, c'est l'organisation et le fonctionnement des sociétés coopératives. À l'époque, on disait coopérative. Maintenant, on dit société coopérative. C'est pour rapprocher les coopératives d'une société normale. Mais les sociétés coopératives sont des organisations spécifiques. Et ce que vous devez retenir, c'est que la DGI est ouverte à vous accompagner. Avant même de rentrer dans des détails, je voudrais vous dire que nous animons des sessions de formation des directeurs, des PCA des coopératives, selon les organisations de régulation qui nous font appel. Nous travaillons avec le conseil Café Cacao, le conseil Coton Anacad, le conseil Palmier à huile. Nous avons organisé des sessions de formation dans la filière coton, dans la filière Anacad, avec des responsables de coopératives. Notre dernière mission date de avril 2021 à Yamoussoukro, où il y avait même des étudiants de l'école supérieure agronomique, de l'INHP, avec des coachs des sociétés coopératives du secteur Anacad. Donc, pour répondre au monsieur Dufond, si vous félicitez dans une organisation, une fédération de coopératives, que vous voulez avoir une formation sur le dispositif fiscal applicable aux coopératives dans votre secteur, la DGI va désigner des agents. Ils vont aller animer des sessions de formation. Voilà ce que je voulais dire premièrement. Deuxièmement, tout le monde se plaint de ce que les sociétés coopératives doivent payer des impôts, qu'avant ils ne payaient pas des impôts. Mais justement, c'est l'erreur qu'on fait. Ce n'est pas parce qu'on s'appelle société coopérative qu'on est exonéré des impôts. Non, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Le régime d'imposition d'une société coopérative dépend premièrement de la forme de la société coopérative, c'est-à-dire elle est de forme civile ou bien elle est de forme commerciale. Civile, ça veut dire quoi? Vous n'exercez pas une activité pour tirer un bénéfice. Si c'est commercial, c'est que vous exercez une activité pour tirer un bénéfice. Donc l'exonération du BIC vient de là. Alors tout le monde établit son statut, on va aux impôts, on déclare « Je suis une société coopérative de production ». L'agent des impôts qui est dans votre ville, il vous voit en activité. Il voit que vous avez un établissement dans tel quartier, dans une autre ville, et vous faites des achats de produits. Ce n'est pas la collecte de vos membres que vous rassemblez pour aller livrer à l'exportateur ou à l'usinier. Donc si lui, il a les preuves, avec des recoupements, que vous avez acheté des produits, il va vous redresser comme une société commerciale, en bonne et due forme. Vous tombez dans le régime du droit commun. Donc, soyons sincères, un agent des impôts, il n'a rien contre vous. Si vous faites le travail selon ce que vous avez déclaré dans vos statuts, on ne peut pas vous redresser. Et puis un agent, un contribuable qui est redressé, il a des droits. Vous écrivez, ça peut monter jusqu'au DG. Il y a des droits de recours. L'agent des impôts ne peut pas vous imposer. C'est une procédure contradictoire, c'est-à-dire comme à la justice. Je dis ceci, vous dites ceci. Vous êtes en contradiction. Celui qui aura raison, il va payer. Celui qui n'a pas raison, il va payer. Donc, je voudrais vous inviter à être en conformité avec ce que vous avez déclaré aux impôts. Si vous dites société coopérative de production, c'est-à-dire vous ne faites que collecter les productions de vos membres que vous allez déposer chez l'usinier ou bien l'exportateur. Point. Mais l'OHADA a même fait une ouverture pour dire que vous pouvez faire des achats hors membres. Ça est dans les textes de l'OHADA. Mais l'OHADA n'a pas été circonscrit.
Parce que si vous pouvez faire des achats hors membres, mais vous allez vous comporter comme un acheteur de produits. Donc nous, l'OHADA, c'est une directive. Ça donne un boulevard à tous les pays membres. Mais en même temps, chaque pays membre doit adapter sa législation selon ses exigences économiques. Donc nous, en Côte d'Ivoire, on a dit, bon, si moi je suis acheteur de produits que je paye avec n'importe qui pour aller vendre chez l'usinier, et que le monsieur qui a déclaré qu'il est coopérative, qui bénéficie déjà de façon traditionnelle des avantages fiscaux, s'il doit faire la même chose que moi, c'est une concurrence déloyale. Donc nous, on a dit, bon, l'OHADA dit que tu peux payer avec des gens qui ne sont pas membres de ta coopérative. Nous, on va limiter le taux. Sinon, l'OHADA vous dit, dans votre assemblée générale de début de campagne, vous devez convenir de dire, bon, nous, on va payer avec ceux qui ne sont pas membres à concurrence de 20% ou 30%. L'OHADA permet ça. Nous, on a dit, non, si c'est le cas, tout le monde va les payer à 90%, à 100%. Ce serait des sociétés commerciales. Donc, nous, on va limiter ça à 50%. Ça veut dire quoi? Si vous, vos membres, leur collecte fait 100 tonnes, le dispositif actuel vous permet de payer 50 tonnes supplémentaires pour faire vos activités. Si vous vous limitez à 50 tonnes, vous n'avez pas de redressement à avoir. Mais si vous payez 80 tonnes, les 30 tonnes supplémentaires que vous avez payées avec des gens qui ne sont pas membres de votre coopérative, si un agent des impôts vient faire un redressement, qui voit le détail de votre chiffre d'affaires, il va considérer comme une activité commerciale en bonne et due forme, il va vous redresser en BIC, il va vous redresser en IRVM. Voilà les problèmes que vous avez sur le terrain. Sinon, une coopérative de production, elle est de forme civile, elle ne paye pas le BIC. Elle ne paye pas la patente dans ses succursales ni au siège. Si vous travaillez conformément au statut de votre société coopérative, le problème c'est ça. Il ne s'agit pas d'écrire aux impôts tout ce que j'avais écrit là. Nous on regarde. Si vous me dites achat-revente dans vos statuts et que moi je reçois ça aux impôts, mais ce n'est pas une société coopérative de forme civile. Achat-revente, mais c'est une activité commerciale. Donc faites attention aux terminologies. Et puis ce que vous avez écrit là, c'est ce que vous devez faire sur le terrain. Ce que vous avez écrit là, c'est ce qu'il faut faire. Maintenant, si vous voulez changer d'activité, il faut aller déclarer aux impôts. En ce moment-là, on ne va pas vous faire des pénalités à ne pas en finir. Comme madame l'a dit, si vous avez produit, que vous êtes devenu grand, que maintenant vous allez une branche de transformation, mais il faut faire une déclaration modificative de votre activité. Pour dire désormais, j'ai une branche de transformation. Et quand vous faites votre déclaration, le chiffre d'affaires correspondant à cette branche-là, il faut le détailler. C'est sur ça qu'on va vous apposer au BIC. Donc franchement, je suis venu sur invitation de madame de l'IPS. J'ai été très heureux, je lui ai dit hier d'être ici. Je causais ce matin avec certains PCA et DGA des coopératives. Je leur disais, vous avez le droit de nous inviter pour qu'on anime des sessions de formation. Nous sommes payés pour ça, nous sommes des fonctionnaires. Malheureusement, vous n'êtes pas suffisamment organisés pour avoir des moyens de communication avec la DGI. Ce n'est pas la DGI qui doit aller vers vous. La DGI travaille pour tous les opérateurs économiques de la Côte d'Ivoire. On ne va pas spécifiquement dans chaque secteur. C'est à vous de venir à l'information. Cherchez l'information. Vous allez aux impôts seulement quand on vous a redressé. Mais depuis quand vous êtes allé pour vous informer? Vous allez seulement quand il y a un problème. Mais non, un chef de service d'assiette à Bangolo, à Diokwe, mais son devoir, c'est de vous recevoir. Vous allez le voir, monsieur, voilà, moi je veux savoir ceci. C'est son devoir de vous recevoir. S'il ne vous reçoit pas, vous voyez son directeur régional. Ce sont des fonctionnaires de l'État. Moi, j'ai été chef de service à l'intérieur. Je suis venu à Abidjan. Aujourd'hui, je suis au centre central. Je ne parle plus de calcul d'impôts. Moi, on me dit, il faut coacher tes camarades qui sont sur le terrain. Si je n'ai pas la vraie information, comment je peux les coacher? C'est en cela que je me réjouis d'être ici, parce que je change avec des professionnels. Et je disais à ces deux messieurs avec qui j'ai parlé, écrivez à la DGI, nous sommes là pour vous accompagner. Et ce que j'ai dit au début, je le répète, nous sommes pratiquement en partenariat avec le Conseil Coton Anacarde. Nous faisons des missions de formation, de sensibilisation des gérants et des dirigeants des coopératives de cette filière. Voilà ce que je peux répondre pour l'instant. Et j'attends vos invitations pour aller dans vos régions pour qu'on parle de fiscalité. Merci. Merci.
ce n'est pas une question, mais on va vous dire merci, on va venir vers vous pour faire, parce qu'il y a des trucs qu'ils nous ont dit qu'on ne devait pas faire, mais aujourd'hui c'est exigé. Quand une coopérative a 3000 membres, et on dit à cette coopérative-là que tous les membres doivent avoir une attestation de plantation, imaginez, et au niveau du ministère de l'Agriculture, l'attestation de plantation ne peut pas savoir à 5 000 ni à 10 000. Tout le monde le sait. Donc, imaginez qu'une coopérative doit acheter, doit laisser faire prendre des attestations de plantation de 3 000 membres ou de 3 500 membres. Imaginez combien de millions ça fait. Or, moi, j'étais allé faire pour moi. Je l'ai eu à près de 60 000 francs l'attestation. Mais, or, il nous avait dit, ce que nous on savait, c'était de faire des attestations de potentialité et amener les pièces de ces producteurs pour leur donner. En plus, aujourd'hui, on a même les points GPS des producteurs, de leur plantation. Donc moi, je pense que si on nous demande ça, on peut fournir. Mais si on nous parle des attestations de plantation, aujourd'hui, beaucoup de coopératives sont en train de faire des certificats, des attestations, des certificats fonciers pour leurs producteurs. Bien sûr, c'est un peu lent, mais les attestations de plantation, franchement, d'ici on dit on va fournir pour chaque producteur, ça va être difficile. Et c'est des papiers qu'on ne pourra pas finir d'empiler. Voilà. Alors, je réponds rapidement. Cela vient de quoi? Et ça, c'est, je dirais, le dysfonctionnement des administrations publiques. Parce que nous, aux impôts, on a vu des cas où il y a quelqu'un d'une origine que je ne vais pas citer, qui n'a pas un seul pied de cacao et qui est PCA d'une coopérative. Et comment ils font? Je lui demande la liste de ses membres. Il y a une liste de gens, mais ces gens ne sont même pas des planteurs. Et il envoie une demande d'attestation d'exonération de TVA pour achat de machines agricoles. La direction où je suis là, c'est là-bas en train de ce dossier. Le patron me donne, bon, monsieur Kwadjo, il faut voir, vérifie que c'est vraiment une société coopérative agricole de production. Mais comment je peux vérifier? Le monsieur même qui est en tête là, excusez-moi, mais il n'est pas d'origine ivoirienne. D'où il vient là, ce n'est pas des planteurs. Même s'il a payé une plantation dans la zone, les gens qu'il a listés là, ce n'est pas des planteurs. Lui, il se cache derrière la coopérative, dénommée, c'est un acheteur de produits. C'est pour cela que les agents des impôts disent, bon, maintenant vos membres là, on veut savoir qui est vraiment un producteur. Malheureusement, l'autre pièce qu'on vous demande, ce n'est pas la DGI qui l'a fournie, c'est un autre ministère. Donc ça, c'est la relation entre les différents ministères pour que nous tous, on facilite l'exercice des activités économiques en Côte d'Ivoire. Donc ce que vous dites, ce n'est pas faux. Je confirme que c'est vrai. C'est plutôt une attestation de potentialité pour que nous, on puisse vérifier que vous dites vous avez collecté 300 tonnes. Ce que chacun de vous a donné comme potentialité, là, ça permet de collecter 300 tonnes. Ça, c'est ce que nous, on doit demander. Mais ce que je dis plus haut, là, voilà d'où ça vient. Il y a des gens qui se cachent derrière la notion de coopérative. C'est des gros acheteurs de produits à soubrer dans les coins que je ne vais pas citer. Voilà la réalité. Donc, un agent qui vous demande ça, ce n'est pas de sa faute. Hein. Mais toutes les administrations, vous dépendez du monde agricole. Mais adressez-vous au ministère de l'Agriculture. Adressez-vous à eux aussi. Pour avoir une attestation de plantation, c'est difficile. Mais c'est à eux qu'il faut s'adresser. Et vous devez vous organiser. La professionnalisation des sociétés coopératives agricoles, c'est un des points lorsque l'OADA est venu. C'est à ça nous on a travaillé à la DOPA. Professionnalisation. Professionnaliser, ça dépend de tout ça. Comment vous êtes organisé? Vos fédérations, comment vous êtes organisés? Mais écrivez au ministère de l'Agriculture. Posez vos problèmes. Pour qu'ensemble on puisse marcher, pour que vous facilitez votre travail. Donc voilà un peu ce que je veux dire. Ce que vous avez dit, ce n'est pas faux. Mais l'origine, c'est ça. On ne sait pas qui est planteur. Si tu n'es pas planteur, tu ne veux pas être membre d'une coopérative, à ce que je sache. Et voilà. Merci, monsieur de la DGI. Mais je pense que ce problème, on peut le régler avec le Conseil du café et cacao. Parce que le Conseil s'est donné pour cheval de bataille l'identification de tous les producteurs. Si ce projet était allé jusqu'au bout, on connaîtrait tous les producteurs, on connaîtrait les coopératives, on connaîtrait tout le monde. Mais les gens, ils font des projets qui ne sont pas achevés. Et on nous demande, nous coopératives, de faire le travail pour lequel d'autres personnes sont payées.
Si le conseil du café cacao a fait son travail, je pense que aujourd'hui vous partez à la direction des impôts. Il suffit d'un seul clic, vous connaîtrez les agents. Mais pourquoi au conseil café cacao, il ne suffit pas d'un seul clic pour connaître le nombre de producteurs qu'il y a en Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui on me dit 1 million, demain on dit 2 millions, après 3 millions. Donc je pense que tout le monde doit faire son travail. Et il ne faudrait pas que ce soit le planteur lambda qui paye pour le travail non fait des autres. Je vous remercie. Sinon, la DGI d'Agboville, elle nous fatigue. Je suis dans le même cas que le PCA. Agboville, elle nous fatigue. On a l'impression qu'il ne s'aligne pas au test de l'OADA. Je ne sais pas. Je voudrais dire merci au président. C'est dans ce cadre-là que nous, on a conçu ce programme de professionnalisation. Amener justement toutes les solutions vers les coopératives. Parce que la plupart du temps, vous n'avez pas la bonne information. Mais ces informations-là, nous, en tant que cabinet, on va les chercher. Et rendons gloire à Dieu, ces instances-là nous font confiance. Aujourd'hui, on ne peut pas solliciter la DGI sur un événement et la DGI ne va pas venir. Parce qu'on leur explique que vous avez le vivier qui a besoin d'entendre ce que vous avez. Vous avez comme solution. Moi, je dis, bon, j'appelle ça des apporteurs de solutions. Parce que justement, ça sera une solution pour vous si aujourd'hui vous avez la problématique de vos impôts qui sont réglés. Donc, ils ont besoin de venir vers vous. Il ne faut pas qu'on reste dans nos bureaux, mais c'est dans ce cadre-là qu'on organise ces journées-là aujourd'hui. Parce que c'est vrai, journée du commerce équitable, mais le commerce équitable demande certaines réglementations, demande certaines normes. Donc, je voulais rebondir sur ce que monsieur a dit tout à l'heure. Le conseil cacao, aujourd'hui, on ne va pas faire leur procès parce que ce n'est pas eux aujourd'hui qui sont, disons, à l'honneur. À l'honneur aujourd'hui, c'est le commerce équitable. Le commerce équitable, quelles sont ces innovations qu'on peut vous apporter? Mais en vous apportant ces innovations, on va chercher justement ces solutions qui sont justement l'information de la DGI pour vos problématiques sur les impôts. On va chercher des assurances, ainsi de suite, tout ça. Et vous êtes bien organisé dans le réseau, écrivez. Ça va arriver là où ça doit arriver. Ça va arriver là où ça doit arriver. Aujourd'hui, moi, en tant que cabinet, je suis présente aujourd'hui sur cet événement-là parce que aussi, j'ai eu des expériences. Nous organisons les journées internationales des coopératives qui est instituée par l'ONU avec le ministère de l'Agriculture. Mais on vous sollicite, souvent vous ne venez pas. Or, ce jour-là, il y a des informations que la FAO nous donne. Parce que vous voulez qu'on vous prenne toujours comme des bébés. Arrivé un moment, vous-même, allez-y vers l'information. Allez-y vers l'information. Nous, on le fait à Ezel parce que peut-être on aime ça. Mais arrivé un moment, vous-même, retroussez vos manches et puis levez-vous. Levez-vous. Parce que tout ce qui est innovation, quand on parle d'innovation, c'est que vous faites quelque chose qui n'est pas fait d'habitude. Qu'est-ce que vous faites de nouveau en tant que groupe? Arrivons à cela. Donc vraiment merci M. Kwadjo d'être venu parce que je vous disais que c'était un besoin. Il fallait que les gens soient informés. Il fallait que les gens vous écoutent. Je voudrais vraiment vous remercier pour cela. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bonjour à tous, moi c'est Nadège Conan de la coopérative SOCA2PD à Divo. Je veux remercier tous les panélistes et ma question est la suivante. Par rapport à toutes ces innovations qui nous ont été présentées, je voudrais savoir quels sont les critères pour en bénéficier. Parce que là vous avez présenté par exemple Enabel, je n'ai pas le nom du monsieur, mais voilà l'appui apporté à ces coopératives. Quelles sont les conditions pour en bénéficier? Aussi au niveau de équité avec AVSF, quels sont les critères pour que les coopératives puissent avoir accès? Au niveau du coaching d'Enabel, on travaille via des appels à propositions qui sont envoyés dans différents réseaux, dont le réseau du RIS. Et donc nous, on termine une deuxième phase de travail à la fin de l'année 2022. Et en 2023, si notre programme est reconduit, on va relancer aussi des propositions de collaboration avec des coopératives de producteurs de cacao en Côte d'Ivoire. Et le RIS sera un des réseaux de diffusion de l'information comme Fairtrade Africa ou d'autres réseaux. Voilà. Au niveau d'équité, on procède de la même façon par rappel à projet, je l'ai dit tout à l'heure dans mes propos. Et nous sommes à la seconde phase de notre programme. La première phase a commencé en 2016, est achevée en 2019.
Et la phase en cours va s'achever normalement en 2023. Nous avons lancé plusieurs appels à projets. Et la procédure, c'est que une fois les appels lancés, sont sûrement diffusés, largement diffusés, et les coopératives donc soumettent des projets que nous examinons dans le cadre d'un comité de sélection. Et si ces projets nous paraissent suffisamment innovants et pertinents et conformes aux lignes directrices des appels, cela est sélectionné. Les appels à projets que j'ai présentés tout à l'heure, c'est terminé. Les deux principaux appels pour lesquels on finance donc ces innovations-là, c'est terminé. Il reste encore un appel pour soutenir des coopératives qui voulaient être appuyées sur le renforcement des capacités commerciales. Ça ne va pas tarder. Donc, quand on lance ces appels, généralement, c'est diffusé. Mais l'appel qui reste là, c'est sur des enveloppes assez limitées. C'est vraiment permettre aux coopératives de pouvoir entrer en relation avec des acheteurs ici ou ailleurs. Voilà. Merci. Je voulais demander aussi à la dame de IPS, en fait, par rapport aux services qui sont proposés aux coopératives. Elle a parlé d'innovation, mais tout cela a un coût. Quels seraient les coûts? Est-ce qu'on pourrait les avoir ici ou bien c'est en inbox? Non, on ne pourrait pas les avoir ici parce que c'est en fonction de votre type de coopérative. C'est toutes les spéculations dont on s'occupe. Ce n'est pas spécifiquement pour le cacao. Donc, si vous êtes une coopérative de produits vivriers, vous n'aurez pas le même coût qu'une coopérative de cacao ou une coopérative de coton. Et par exemple, comme M. Enabel et qui te disait tout à l'heure, il faut que vous soyez dans un réseau. Parce que nous nous adressons à un réseau ou à une fêtière. Et c'est cette fêtière-là qui porte en fait le projet pour les coopératives membres de cette fêtière. Par exemple, la FENACO-Fruitel, avec laquelle nous travaillons, qui est la Fédération des producteurs de fruits de Côte d'Ivoire. Donc vous allez avoir le safou, vous allez avoir l'anacarde, qui est un fruit, vous allez avoir l'ananas, la mangue, tout ça. Mais spécifiquement, ces coopératives dans la FENACO-Fruitel n'auront pas le même prix d'accompagnement. Parce que la mangue, elle, souvent, elle n'est pas exportée à grande échelle, donc on n'aura pas le même coût. Donc c'est en fonction, disons, je dirais, c'est à la tête du client. Mais ce n'est pas des coûts qui sont exorbitants parce que justement, c'est pour vous aider à grandir. C'est pour vous aider à atteindre certaines normes. Donc, c'est des coûts qui sont à la portée de tout le monde. Et je dirais que nous sommes là. Nous aussi, ça nous permet, parce qu'on a aussi des accompagnements de l'instance étatique, qui est le MEMINADER. Donc, quand je vous parlais du programme national d'investissement agricole, donc souvent, c'est le tiers peut-être que vous allez payer ou la moitié que vous allez payer. Donc, c'est simplement rentrer dans un réseau qui a par exemple le risque, rentrer dans une fêtière, qu'il y en a plein qui sont là, en fonction de la spéculation que vous faites. Voilà, je vous remercie. D'accord, merci. Je termine avec la dernière question. Oui, avec la dernière question. En fait, quand on a regardé la vidéo de Enabel concernant les coachings, nous avons vu la coopérative qui transformait les fèves, voilà. Et je me pose la question de savoir, quand ces transformations sont faites, est-ce que vous avez une idée de comment c'est commercialisé? Pour toutes les coopératives qui veulent se lancer dans ce processus, quel intérêt elles ont à faire la transformation, à faire du chocolat, à faire... Est-ce que sur le marché, les changements alimentaires sont considérés pour voir comment ces innovations vont impacter vraiment la coopérative? Merci. D'accord. Accompagnant aujourd'hui le risque en tant que cabinet, c'est parce qu'on est sur toute la chaîne de valeur qui part de la collecte, la transformation et la commercialisation. Nous accompagnons aujourd'hui, vous parlez de transformation, comment vous allez vendre. On a des circuits de vente. Il y a la boutique paysanne de la Chambre d'agriculture qui existe, qui collecte ces produits transformés-là pour pouvoir les vendre.
Il y a d'autres circuits en international où on vous accompagne pour vendre ces produits. Vous comprenez? Il ne suffit pas de transformer, d'empaqueter et puis ça va rester dans votre main. On vous accompagne dans toute cette démarche-là. Et je vous sensibilise aujourd'hui à aller même vers la Chambre d'agriculture pour comprendre. C'est la Chambre d'agriculture qui est, disons, l'entité qui nous défend nous tous. Moi, en tant que cabinet m'occupant du monde agricole, si j'ai besoin d'une défense, c'est la Chambre d'agriculture. Vous qui êtes coopérative aujourd'hui, vous avez besoin de vous défendre. Vous avez produit, vous avez transformé. Vous avez besoin que quelqu'un puisse parler à votre place. Accompagnez-vous par la Chambre d'agriculture. Ils sont là pour ça. Et ils ont cette démarche-là. Et la boutique paysanne, c'est pour tout ce qui est transformateur. C'est une coopérative dans une coopérative. Elles se sont organisées, ces transformatrices-là, ces coopératives transformatrices-là, pour pouvoir vendre leurs produits comme un supermarché qu'elles ont fait. Je ne dirai pas le nom des grands supermarchés ici, mais c'est des supermarchés pour des produits locaux. Ça existe. Mais vous n'avez pas l'information. Et c'est ce que je disais toujours. J'accompagne même justement la Chambre d'agriculture dans l'organisation d'une foire commerciale pour ces produits locaux qu'on vend, qui s'appelle au Carrefour du Terroir. Mais quand on vous lance les invitations, vous ne venez pas. Et je voudrais dire merci au RIS aujourd'hui. Le RIS, c'était au Carrefour du Terroir, où il est monsieur le coordinateur. Mais ils étaient ébahis de savoir que ces produits, aujourd'hui transformés, avaient un circuit de commercialisation. Vous pouvez rebondir dessus? Oui. Oui, avant évidemment de travailler avec les coopératives pour diversifier la production et diversifier les revenus, il y a des petites études de marché, ou parfois des plus importantes, qui sont faites au niveau du marché local. Le marché au niveau des fèves enrobées devient assez intéressant. La GIZ aussi, donc la coopération allemande, développe des formations pour aller vers une production un peu plus industrielle et moins artisanale. Et est-ce que Jean-Marc Coffy est encore dans la salle? Oui, je propose qu'on lui passe le micro. Pour qu'il explique en fait comment il diffuse ces fèves enrobées. Alors, merci beaucoup de nous donner l'occasion encore de nous exprimer sur l'aspect particulier de la transformation. Je dis toujours que c'est un métier à part. Il y a d'abord la formation qu'il faut faire. Il y a tout ce qui est comme mesure sécurité alimentaire qu'il faut mettre en œuvre. Et c'est des agréments et des certifications qu'il faut avoir. Et le coût le plus élevé, c'est surtout l'acquisition du matériel afin de pouvoir mettre en œuvre tout ce développement. Donc, il y a de la matière, je vais dire, à réflexion, et aussi des partenariats puissants à avoir pour qui veut s'engager dans la transformation. Aujourd'hui, on le voit, beaucoup de personnes s'engagent. Comme madame venait de le dire, combien de personnes vendent? Je vais suivre aussi ce que le ministère disait tout à l'heure pour déclarer cette activité extra. Mais quel volume nous transformons pour pouvoir payer? Voici des interrogations et je pense que ces moments sont aussi très importants pour repenser le système agricole en Côte d'Ivoire. Je vous remercie. Alors, je crois qu'il est l'heure de clôturer ce panel. Merci à tous les panélistes, merci à tous les participants pour vos questions et ces débats riches. C'est l'heure de la pause. On se retrouve après pour le prochain panel. Merci. Merci, madame.